Et nous prolongeons notre réflexion avec vous, Julien Labarre. Vous êtes spécialisé en communication et comportement politique, chercheur au département de recherche en communication donc, et médias de l'Université de Zurich. Vous étiez avant cela, on vous avait reçu d'ailleurs à l'époque, professeur adjoint au département de sciences politiques de l'Université d'État de Californie à Dominguez Hill. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre éclairage, ces éléments de compréhension aujourd'hui. Alors que l'on comprenne bien ce qui se passe, comment ce shutdown, ce blocage budgétaire peut-il impacter la circulation aérienne? Merci pour votre invitation. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'un government shutdown. En fait, on parle vraiment d'une cessation de paiement du gouvernement des États-Unis. C'est-à-dire que toutes les agences et tous les programmes qui dépendent d'un financement fédéral, aujourd'hui, ne peuvent plus dépenser d'argent. Donc, vous avez des personnels qui sont chargés de sécurité aéroportuaire, par exemple, qui sont tenus de travailler, mais qui ne sont plus payés. Vous avez tout un tas de fonctionnaires qui sont aujourd'hui dans des congés forcés, sans solde. Alors, ils recevront leur versement plus tard, normalement, c'est censé être garanti par la loi, mais enfin, ça crée énormément de perturbations, non seulement dans le transport aérien, mais dans tout un tas d'agences du gouvernement. On peut penser à l'Agence pour la protection de l'environnement, on peut penser au programme d'assistance alimentaire pour les plus démunis. Donc voilà, simplement, le gouvernement ne peut plus dépenser de l'argent qui n'a pas encore été alloué par le Congrès. Oui, effectivement, c'est vrai que les services dits essentiels sont maintenus, hôpitaux, les militaires, mais c'est vrai que certains, et là on le voit avec les aiguilleurs du ciel, en ont marre de travailler pour rien. C'est vrai que cette crise, elle dure, c'est la plus longue de l'histoire des États-Unis. C'est vrai qu'en plus, particulièrement, ça nous touche les aiguilleurs du ciel et la circulation aérienne, parce qu'il y a eu plusieurs problèmes, catastrophes aériennes ces derniers temps aux États-Unis, et c'est vrai que ça interpelle en un week-end qui est en principe très chargé dans les ciels américains. Dans le ciel américain, pardonnez-moi. Bien sûr, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de perturbations au début du second mandat de Donald Trump. On se rappelle, il y a eu des collisions entre appareils. On sait de toute façon que le secteur aérien aux États-Unis est un secteur sous tension. Il y a des problèmes de personnel. Ils ont du mal à recruter principalement dans tout ce qui est contrôleur du ciel. Donc évidemment, ça pose des problèmes qu'on connaît déjà. Aujourd'hui, le shutdown aggrave ces problèmes-là. Et vous l'avez dit, ça crée beaucoup de frustration dans la population parce que Thanksgiving arrive le 27 novembre, mais Thanksgiving, c'est pas simplement un jour férié. Pour beaucoup de familles, ce sont des moments où vous voyagez pendant une semaine. Les universités accordent souvent une semaine de congé à leurs étudiants. Donc effectivement, ça crée beaucoup de perturbations. Et on se rappelle d'ailleurs qu'en 2018, le shutdown avait été en partie arrêté à cause de ça. Est-ce que l'espace aérien américain pourrait être partiellement fermé? On envisage ça aujourd'hui dans les médias américains? Bien sûr, aujourd'hui, alors tout dépend bien sûr de ce qu'on entend d'une fermeture, par une fermeture de l'espace aérien, mais aujourd'hui on parle d'un trafic aérien qui serait perturbé à hauteur de 10%. Donc voilà, et on peut penser à éventuellement des petits aéroports qui se chargent plutôt de transport de marchandises qui soient complètement fermés. Voilà. Oui, je crois qu'on parle de 10%, ça représenterait 4000 vols annulés. Alors on sait que pour l'instant, les longs courriers ne sont pas concernés, mais c'est vrai que vous l'évoquiez tout à l'heure, ce blocage, il touche des millions d'Américains. On a beaucoup parlé la semaine dernière, notamment, de cette aide alimentaire. Alors heureusement, il y a des dispositifs d'urgence, mais il va y avoir un temps de latence. Donc ce sont des millions de personnes qui sont directement concernées par ce blocage budgétaire. Oui, et il faut aussi préciser que ce temps de latence dont vous parlez pour l'assistance alimentaire, ça n'est pas une latence qui serait due à des problèmes logistiques. En l'occurrence, l'administration Trump traîne des pieds. L'administration Trump s'est vue ordonner par des tribunaux d'utiliser des fonds d'urgence pour continuer à procurer cette assistance alimentaire aux plus démunis. Et le président Trump a posté plusieurs fois sur sa plateforme numérique Truth Social en expliquant qu'il n'était pas sûr que peut-être que ça poserait des problèmes de légalité. On ne le connaissait pas particulièrement intéressé par les problèmes de légalité, mais enfin en tout cas, aujourd'hui, il semblerait que le coût humain du shutdown ne l'intéresse pas beaucoup. Alors du coup, on va en venir à ce blocage, à ce qui l'explique. C'est vrai que ça permet aux républicains d'accuser les démocrates en disant, bah, vous voyez, vous êtes responsables de cette suppression, de cet arrêt de l'aide alimentaire aux plus démunis. Qu'est-ce qui explique ce blocage le plus long de l'histoire des États-Unis actuellement au Congrès? Alors, il faut bien comprendre la nature du blocage. Aujourd'hui, les démocrates refusent de passer le budget parce que le budget prévoit des coupes dans des subventions médicales qui feraient que demain, le reste à charge des Américains
pourrait doubler, voire tripler du jour au lendemain. Donc les démocrates aujourd'hui considèrent que ceci est absolument inacceptable. En réalité, je pense que ça n'est pas simplement la raison de l'assurance santé. Simplement, l'assurance santé, c'est le problème de politique publique sur lequel les démocrates sont les plus populaires. Donc voilà, ils utilisent cette excuse-là pour bloquer le gouvernement. Et le problème qui vraiment contextualise le shutdown d'aujourd'hui, c'est la polarisation extrême que connaissent les États-Unis. On en est à des niveaux stratosphériques que les États-Unis n'ont jamais connus. Et le problème, c'est que, comme vous le savez, les élections sont assez rapprochées aux États-Unis. Vous avez des élections pour la Chambre des représentants tous les 2 ans et tous les 6 ans pour le Sénat, ce qui fait qu'il y a une pression absolument énorme des électeurs sur les représentants. Et aujourd'hui, le fait de renégocier une ligne politique, de chercher le compromis, pour beaucoup d'électeurs, c'est vu comme une compromission, voire une trahison. Là, c'est vrai qu'on se demande combien de temps ça va durer. On sait que ça coûte de l'argent aussi, une paralysie budgétaire. 11 milliards de dollars pour le dernier shutdown conséquent de 2018-2019. Est-ce que ce blocage ne risque pas de renforcer l'impopularité de Donald Trump ? C'est compliqué à dire parce que il y a vraiment un phénomène autour de Donald Trump qui relève de la Trump mania pour une partie de l'électorat américain. Vraiment ceux qui s'identifient avec le courant MAGA. Dans les derniers sondages, ça tourne aux alentours de 30, 35, 36%. C'est à peu près le taux de popularité dont il bénéficie aujourd'hui. Il est aussi entre 39% et 42% d'opinion favorable. Évidemment, si les conséquences du shutdown venaient à se faire plus douloureuses pour une partie des Américains, évidemment, ça impactera sa popularité, y compris pour ses propres électeurs. Après, il faut comprendre aussi qu'aux États-Unis, on a un phénomène qui s'appelle le partisanisme négatif, ce qui correspond au fait que pour beaucoup d'Américains, ce n'est pas simplement le fait d'approuver votre parti qui compte, mais c'est le taux de rejet que vous avez pour le parti d'en face. Et donc, pour une partie des électeurs républicains, je pense que peut-être qu'ils auront une opinion un peu écornée de Donald Trump, mais enfin, leur rejet et leur détestation des démocrates prendra quand même le dessus. Alors, on va en parler d'ailleurs, parce qu'effectivement, on peut se demander à la lumière des scrutins de cette semaine s'il n'y a pas une radicalisation aussi des démocrates. Mais avant cela, est-ce que justement ces victoires démocrates auxquelles on a pu assister en début de semaine peuvent être expliquées par ce blocage ? Il faut être assez prudent sur l'interprétation qu'on fait des résultats des élections de mardi, pour plusieurs raisons. Déjà, nous sommes dans une élection qu'on appelle en anglais off-cycle, c'est-à-dire une élection hors cycle qui se tient lors d'une année impaire. Et on sait que lors des années impaires, vous savez que la plupart des grandes élections, les élections de mi-mandat et les élections présidentielles se tiennent lors des années paires. Lors des années impaires, vous avez une forme de démobilisation de tout un pan de l'électorat qui ne s'intéresse pas assez à la politique pour savoir qu'il y a une élection à enjeu important qui se déroule. Ce qui fait que l'électorat est non seulement plus éduqué, plus intéressé et plus politisé que normalement. Et donc, vous avez un différentiel de mobilisation qui explique en partie les résultats. Par ailleurs, ce différentiel de mobilisation n'est pas symétrique. C'est-à-dire que les républicains, en général, lors des élections qui sont tenues lors des années impaires, ont un problème accru de mobilisation parce que du côté démocrate, on bénéficie du soutien des syndicats, des organisations professionnelles qui font tout un effort de mobilisation pour les électeurs. Donc moi, je serais assez prudent sur la façon dont on interprète les résultats. Par ailleurs, on parle beaucoup des courses qui ont eu lieu dans l'État de Virginie, dans le New Jersey, dans l'État de New York, et puis on parlait aussi de la proposition à référendum qui a eu lieu en Californie. Tous ces États sont des États qui sont très largement acquis aux démocrates. Donc encore une fois, il faut être assez prudent. Et puis par ailleurs, on aurait peut-être pu s'attendre à une clarification stratégique au sein du Parti démocrate. Moi, je pense que cette clarification stratégique n'a pas eu lieu, tout simplement parce que vous avez eu des victoires pour des candidats à la fois de l'aile progressiste et des candidats de l'aile modérée. Oui, effectivement, c'est le décalage qu'on voit entre la Virginie et New York, notamment. Et là, on a un parti qui exprime toutes ces tensions, toutes les tensions qui avaient pu disparaître éventuellement en se mettant tous derrière, contre l'idée, on est tous contre Donald Trump. Et là, il y a ces lignes qui s'opposent et qui sont en train d'être mises en lumière par ces scrutins locaux. Tout à fait, tout à fait. Et vous le précisez, ce sont des enjeux locaux. Donc, en l'occurrence, il est un peu difficile de dégager une stratégie nationale de par ces élections. Mais enfin, en tout cas, il y a une chose
qui était commun à la victoire de ces trois grands candidats dont on parle beaucoup, Zoran Mamdani à la mairie de New York, Abigail Spanberger en Virginie et Mickey Sherrill dans le New Jersey, c'est un langage sur l'économie qui insiste vraiment sur la notion du pouvoir d'achat. Et ça, en l'occurrence, je pense que ça va être une des grandes leçons que va tirer le Parti démocrate. Après, quelle est l'attitude à avoir par rapport à Trump? Faut-il avoir une attitude plus confrontationnelle? Faut-il aller dans une direction plus populiste? Faut-il essayer de convaincre les électeurs indépendants en se recentrant un petit peu? Cette clarification-là n'a pas eu lieu. Une autre clarification qui a eu lieu, et je pense que c'était l'enseignement principal des élections de mardi, pour moi c'était le scrutin à surveiller, c'était la proposition à référendum qui a eu lieu en Californie, qui autorise le redécoupage électoral des cartes. Et pour que vos téléspectateurs comprennent bien, il s'agit purement et simplement d'une forme de triche électorale qui est légale aux États-Unis, mais qui est complètement anormale, d'ailleurs des propres mots de la Cour suprême. Mais c'était une réaction du gouverneur de Californie en réponse à un appel du président Trump il y a quelques mois qui a demandé au gouverneur de l'État de Texas de redécouper la carte pour en tirer à vote égal 5 sièges de plus à la Chambre des représentants. C'est complètement anormal, complètement antidémocratique, mais c'est légal. Et en tout cas, ce qui est intéressant de par le résultat de mardi, c'est que simplement les démocrates entérinent cette stratégie de combattre le feu par le feu. C'est peut-être pas tout à fait une façon éthique de combattre dans les élections, mais enfin les démocrates semblent en avoir assez simplement de rester passifs face à la triche des républicains. La dernière fois que je vous ai reçu, c'était au mois de mars, quand Donald Trump tentait de museler les universités et aussi les médias. On pouvait sentir qu'il y avait un climat de peur qui s'installait. 8 mois plus tard, la résistance a trouvé son mode d'expression, de fonctionnement. Bah, dis donc, je trouve que toujours que la résistance a une forme de timidité que moi je ne comprends pas. Au mois de mars, je vous parlais d'une forme de torpeur dans l'électorat. Je pense qu'il y a toujours une certaine forme de torpeur dans l'électorat. Quand on met ça en parallèle avec tout ce qui s'est passé depuis le mois de janvier, on peine à comprendre le manque de réaction à la fois des démocrates, mais même juste des citoyens américains. C'est-à-dire qu'on passe d'abus de pouvoir en abus de pouvoir. On a des signaux très clairs de corruption. On pourrait parler par exemple de la crypto-monnaie dont bénéficie la famille Trump, qui a fait plus de 800 millions de dollars d'intérêts en l'espace de 6 mois. On peut parler du fait que l'LS de la Maison-Blanche est complètement démolie pour y construire une salle de bal. On pourrait parler du fait que le président Trump défie les décisions des tribunaux à longueur de temps. On pourrait parler du fait qu'aujourd'hui, une représentante dans l'État d'Arizona qui a été élue le 23 septembre dans le 7e district n'a toujours pas été intronisée pour l'empêcher de prendre ses fonctions. Enfin, on pourrait parler de plein de dérives antidémocratiques de la sorte. Moi, je suis atterré par le manque de réaction. Et pourtant, malgré ce que vous énumérez, le système démocratique américain tient toujours. Pour vous, il reste extrêmement fragilisé, ou il restera solide? Si vous voulez, moi je considère qu'on a un peu de mal aujourd'hui à parler des États-Unis comme d'une démocratie, quand bien même une démocratie défaillante. Moi je pense que les États-Unis sont en train de passer dans la catégorie qu'en sciences politiques on appelle l'anocratie, c'est-à-dire cette zone grise entre une démocratie et une autocratie. C'est un système hybride dans lequel les institutions continuent de maintenir un semblant de fonctionnement démocratique, mais qui sont complètement affaiblies, incohérentes, dysfonctionnelles. Et aujourd'hui, on arrive à un système où même les élections ne sont plus compétitives, justes et équitables. On parlait à l'instant du redécoupage de la carte électorale, mais on pourrait parler aussi de toutes les manœuvres qui ont lieu pour limiter ou pour entraver le droit au vote. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est très difficile de parler encore des États-Unis comme d'une démocratie. Je ne sais pas si on a passé peut-être un point de non-retour. Je pense qu'on saura ça au lendemain des élections de mi-mandat en 2026. Mais enfin, en tout cas, moi, une pensée que j'ai depuis quelques semaines, tout le monde connaît cette citation de Martin Luther King: l'arc de l'univers moral est long, mais il tend vers la justice. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir des Américains qui ont l'air de penser que l'arc de l'univers politique tend naturellement vers la démocratie. Moi, je suis tout à fait en accord avec le président Obama quand il dit que la démocratie n'est pas auto-exécutoire. La démocratie n'existe que si vous avez des citoyens qui sont capables de se lever et de la défendre quand ces institutions sont menacées. Julien Labarre, merci infiniment pour tous ces éléments de réflexion que vous venez de nous apporter. Merci à vous.